Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour ce nouveau débrief. Monaco se déplaçait à Angers et un match compliqué pour Monaco, mais heureusement le club a réussi à s'imposer grâce à un but de Wissam Ben Yedder, le capitaine. Et avec moi pour m'accompagner, il y aura Damien et Arthur. Salut messieurs. Salut Ron. Bonjour. Aujourd'hui, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. AS Monaco est avantagé par arbitrage. Surtout aujourd'hui. Exactement. Sans penalty, nous, on n'arrive plus à gagner des matchs. Exactement. Messieurs, on va commencer comme d'habitude par les 3 points. Arthur, tes 3 points pour cette rencontre. Transition, pas de transition. Ouais, désolé parce que je suis en train de galérer avec ta caméra une fois de nez. Ah merde, encore. Oui. Décidément. Eh oui. Donc Arthur, tes 3 points. On y va? On attaque? Allez, c'est parti. Donc je remercie Damien. Damien, je te remercie de m'avoir permis de te citer pour ce premier point. Jamais facile d'aller à Angers, ça s'est vu, je dirais même plus, c'est toujours chiant d'aller à Angers et ça a été chiant aujourd'hui d'y aller. Donc c'était dur, il faut sûrement passer par là pour obtenir des bons résultats. Et je pense que de nombreux puristes monégasques se souviennent du mois d'avril 2017 où Falcao a inscrit le seul but de notre victoire à Angers qui nous a sûrement aidé pour aller chercher le titre quelques semaines plus tard. Mon deuxième point, alors l'équipe m'a appelé, donc je ne leur ai pas donné l'autorisation, mais c'est le ballon qui tombe à pic, le ballon piqué qui tombe à pic. Oui, voilà. C'est le deuxième point, c'était le bon geste à tenter pour Ben Yedder, c'est ce que n'ont pas réussi à faire ou ce que n'ont pas tenté Golovin et Jovetic en début de match. Donc lui l'a fait, donc geste parfait. Et enfin, troisième point, écoute, on va aller faire tourner la machine à popcorn pour regarder le match de ce soir, Lyon-Lille un peu plus soulagé, en espérant, donc ça c'est mon point perso, que Lyon ne gagne pas, afin de garder un petit matelas en vue de leur venue la semaine prochaine, sachant que voilà, je pense que Lille pourrait faire d'autres faux pas. D'accord. Damien, tes 3 points. Ah, tu as changé ton fond. Oui. Ouais, il est mieux. C'est plus joli, je pense. J'ai retrouvé ça. Écoute, premier point. Tu donnes du grain à moudre. Ah. Tu donnes du grain à moudre. Ah oui, c'est pour tous les to whom it may concern, comme dirait Valtteri Bottas. Ceux qui ont la référence finiront la phrase. Premier point, donc pour moi, les matchs se gagnent à la 80e minute. C'est une citation de Kovac qui date d'il y a quelques semaines et ça s'est vérifié ce soir pour le coup. En général, nous, on les gagne avant la 80e minute. Mais là, on a vraiment été pas encore au bout du bout, mais en tout cas, voilà, on a fait preuve de caractère pour réussir à aller empocher les 3 points. C'était pas une partie de plaisir. J'étais en train je bouillais complètement devant ma télé. Beaucoup de frustration qui d'un seul coup s'est totalement libéré. Mais voilà, preuve que Monaco a su trouver les ressources et aussi grâce à sa capacité, ses qualités de préparation physique aussi qui ont fait aussi la différence à un moment donné. Même si, et c'est mon deuxième point, je regrette quand même les 10 dernières minutes, soit en fait tout simplement après l'ouverture du score. Alors c'est certain qu'on a tendance à se relâcher. Mais je trouve ça dommage ces 10 dernières minutes qui n'ont pas été vraiment, qui ont été globalement maîtrisées, mais pendant lesquelles on a laissé le ballon à Angers. Et je trouve ça dommage parce que l'avantage n'était pas suffisamment conséquent pour laisser Angers reprendre vie. Voilà, il aurait fallu, je pense, plus faire tourner et nous, de notre côté, garder le ballon pour éviter une éventuelle crispation de fin de rencontre. Et enfin, troisième point, pas un point coup de gueule, mais juste voilà un point
Ouais, pas édito, on va dire. Non, Jovetic ne doit pas être prolongé à l'AS Monaco. Ça fera plaisir à Boris, mais je pense, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un joueur sur lequel beaucoup se gossent et espèrent qu'il soit prolongé. Je parlais il y a je crois la semaine dernière, de l'opération séduction de Jovetic ces dernières semaines. Qu'on voyait partout, voilà, qu'on n'avait jamais vu autant à la télé, en interview. Mais voilà, je pense que oui, il fait du bien, clairement, il apporte beaucoup aussi quand même, mais pour moi, un joueur de cette stature-là, c'est quand même une star internationale, Jovetic, de cette qualité-là, pour moi, il doit être bien meilleur devant le but. Il nous a encore raté un beau face-à-face aujourd'hui. Si on finit pas champion cette année, je pense qu'on pourra aussi regarder un petit peu du côté du match face à Lille quand même, et son duel final, sans lui jeter non plus trop la pierre, mais voilà, il y a quand même des choses qui peuvent nous coûter cher. Et là, depuis 2 matchs, il y a eu une alerte contre Lyon cette semaine. Là, il sort au bout de 17 minutes, je crois, 18 minutes. Voilà. Le problème de Jovetic, il est aussi physique. Cette année, ça se passe bien, mais on ne peut pas non plus totalement écarter les 3 dernières années où on était avec quelqu'un pas fiable. Et à un moment donné, écoute, je pense qu'il faut prendre la décision. Jovetic nous a rendu de bons services cette année, c'est vrai, mais il faut aussi savoir fermer le chapitre Jovetic à l'AS Monaco, qui au final n'aura pas été une grande réussite, je pense. Voilà. Ouais, on aura le temps de reparler de tout ça, mais c'est vrai que la prolongation de Jovetic sera certainement une de nos discussions estivales. De mon côté, les 3 points, évidemment, le premier point, c'est merci Wissam, merci le capitaine Ben Yedder. Je pense qu'il a repris son brassard de titulaire quand il est rentré assez rapidement. Voilà, c'est le genre de but que j'attends de quelqu'un qu'on attend comme grand joueur. Voilà, on l'a eu avec Falcao, comme tu le rappelais, Arthur, il y a pas longtemps. On l'avait eu les années précédentes avec des Trezeguet, avec des Simonet. C'est ce genre de but, dans ce genre de match où on a besoin que ton meilleur joueur, parce que Wissam Ben Yedder reste le meilleur joueur de l'AS Monaco, fasse la différence. Il l'a fait, donc bravo à lui. Le deuxième point, c'est malgré tout, en tout cas moi personnellement, parce que Damien, avant qu'on commence l'émission, tu nous expliquais que tu avais passé les 20 dernières minutes du match en transe devant ta télé à parler aux joueurs, etc. C'est une chose que je peux connaître, mais en l'occurrence, c'était pas du tout le cas aujourd'hui. J'étais serein, j'étais persuadé que ça allait finir par passer, et parce que aussi je trouve que cette équipe dégage une sérénité, et ça commence avant tout par la défense, et donc à aucun moment j'ai vraiment commencé à avoir peur. Et mon dernier point, le pouvoir de la noétique. Oui, et mon dernier point, c'est peut-être malgré tout une petite panne, peut-être un petit peu physique aussi. On avait eu un gros match dans la semaine en Coupe de France, je crois qu'on en a suffisamment parlé, et on en parle toujours. Mais donc du coup, voilà, là on va avoir une vraie semaine off, et je pense que Kovac va donner un petit peu de repos à ses joueurs en début de semaine, et avant de reprendre, avant évidemment ce très gros match la semaine prochaine. La compo maintenant, messieurs. Arthur, il manquait du monde, encore une fois, pas mal de cas de Covid. Gelson Martin s'était ajouté à cette liste. La défense centrale, comme d'habitude, ça tourne un petit peu. Ce coup-ci, c'est Badiachil qui était dehors. Et Jovetic prenait la place de Ben Yedder. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette composition? Il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions, en fait. On le rappelle, 5 Covidés, du coup, maintenant, ainsi que Diop blessé. Il y avait le retour de Fabregas, à noter. Ouais. Non, mais en plus, autant c'est vrai que je me rappelle, il y a quelques mois où on débattait beaucoup sur la compo, parce que l'équipe chercher un petit peu son rythme de croisière. Là, c'est vrai que en 2021, depuis un petit moment maintenant, on s'étonne plus de voir les ajustements de Kovac, que ce soit en défense, au milieu ou même devant. On en a parlé avec la rotation Jovetic et Ben Yedder. Donc la défense, donc Sidibé qui fait des bonnes prestations ces derniers temps, on peut le dire, a pris le couloir droit, enfin le poste de latéral droit. Donc Aguilar, s'il veut jouer, mais doit jouer plus haut, c'est ce qui était le cas aujourd'hui, dans la rotation avec Diop notamment. Caio Henrique tient son couloir. Il était dans une défense à 3 à Lyon, ça s'est pas très bien passé, on l'a vu. Donc là, il était titulaire à son poste.
Fofana, Tchouaméni, du classique, et puis bon, l'animation offensive. Encore une fois, pas grand-chose à redire, puisque c'est des petits ajustements. Là, c'était Golovin, donc Non, voilà. bah, Moi, comme c'est pas un point sur lequel je me suis vraiment attardé. On va dire qu'aujourd'hui, on prend les compos avec toujours un regard bienveillant, parce que quelle que soit la solution, généralement, ça marche, et surtout qu'on sait qu'à Monaco, les rentrants amènent souvent des solutions. Donc, titulaire, remplaçant, on sait que tout le monde va participer au match. Ouais, bah, oui, voilà, Damien, c'est ce que je disais en préambule, en fait, il n'y avait pas trop de choix, en tout cas pour Aguilar, parce que les deux autres joueurs étant capables de jouer à son poste n'étaient pas là. On pourrait y rajouter Golovin, mais Diop n'étant pas là, bah, il prenait du coup sa place. Donc en fait, Ni Diop, ni les seuls questionnements... Diatta. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc ouais, mais Diop ne joue jamais à ce poste, c'est Golovin qui le prend, et Diop, du coup, qui lui prend la place plus haut de Golovin. Par contre, voilà, les seules incertitudes, c'est toujours les mêmes. Jovetic, Ben Yedder, ça tourne, et la défense. Voilà, la semaine dernière, on en avait déjà un petit peu parlé, on se disait, est-ce qu'il va remettre la même? Mais non, en Coupe de France, c'était Sidibé et Maripane qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, c'était Badiachil qui n'était pas là. Ça tourne. Par contre, à noter aussi que ces joueurs-là, même pas titulaires, rentrent souvent en cours de... C'est ce que j'allais dire. Même un central, aujourd'hui, qui commence pas, il a l'opportunité de rentrer, et il rentre assez vite. Oui. Souvent pour ajuster le schéma global, finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, quand on voit aujourd'hui un central remplacer un ailier droit, on se dit ça peut paraître surprenant sur le papier, mais quoi, c'est pas que des choix défensifs. Parce que Sidibé n'est pas non plus complètement un axial, mais c'est vrai qu'il a joué du coup à deux postes très différents aujourd'hui. Damien a rien à ajouter sur cette compo? Non. 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 Il a redonné à Jovetic cette place de titulaire qu'il lui devait par rapport à mercredi, entre guillemets. Je sais pas si... Est-ce que c'était une bonne idée? Enfin, est-ce qu'il était totalement remis? Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà. Maintenant, je trouve ça un petit peu dommage au final qu'il soit sorti aussitôt, parce que forcément, je pense que la rencontre aurait peut-être été très différente avec Jovetic plus longuement sur le terrain. Enfin, en tout cas, la physionomie aurait sans doute pas été la même, certainement. Mais bon, non, après, j'ai rien de plus à rajouter. Bon, on va pouvoir maintenant attaquer la rencontre. Damien, début de rencontre, Monaco va doucement s'installer dans la partie. Il va y avoir une première situation par Jovetic, et puis tout va un petit peu... par Tchouaméni, et tout va un petit peu s'accélérer justement par Jovetic à la 15e minute. Un gros face-à-face raté, et quelques instants après, une sortie sur blessure. Ouais, il y a une première banderie. Alors, il est hors jeu, Jovetic. Du coup, voilà, on était un petit peu déçus. Alors, je pense que c'était peut-être un tour de chauffe pour lui aussi. Il fait une belle reprise quand même, instantanée. Ah oui, je me demandais de quoi tu parlais. Ouais, je me demandais de quoi tu parlais. Cette première hors jeu. Gardien aussi. Voilà, mais je pense que c'est bien pour lui aussi de réussir ce genre de geste d'instinct comme ça là. Mais on peut noter qu'il n'a pas marqué. Hein. Non plus. Et effectivement, il y a cette première occasion sur un magnifique ballon de Golovin, si je dis pas de bêtises, qui trouve une vraie belle passe. Et effectivement, Jovetic là pour le coup qui est pas hors jeu, mais qui doit faire mieux. Alors c'est Arthur me prêtera son piqué, mais voilà, je pense que là Jovetic doit piquer le ballon. Plutôt que de le mettre comme ça, et malheureusement il permet à Bernard Denis de se mettre en lumière, et donc c'est vrai que c'est un peu ce que je disais par rapport à mes 3 points. C'est le petit problème, c'est que sur ce genre d'occasion, pour moi, ça doit aller au fond, et c'est ce qu'on se disait dans notre conversation entre nous. Un Kevin Volland dans cette situation, ça finit au fond. C'est 99% sûr et certain, quoi. C'est le but qu'il a mis à Bordeaux un petit peu dans la situation de son occasion. Jovetic, ça ressemble un peu à ce qu'avait fait Volland à Bordeaux. Ouais. Alors par contre, Rome, il faut recadrer les stats, on nous dit dans le chat. Ouais, je vois ça. Je sais pas pourquoi c'était plus ça. Mais ouais, en effet.
Et effectivement, derrière cette blessure, si je peux enchaîner du coup, mais cette blessure voilà, qui intervient très tôt, on est à la 18e minute, et c'est vrai que c'est embêtant parce on sait Angers joue avec plusieurs. Il joue à quoi? Avec 5 derrière, il y a un gros pressing, mais il faut aller essayer d'aller les chercher dans la profondeur. Et je pense que Jovetic aurait pu leur faire du mal quand même, en étant toujours un petit peu en rupture comme ça. La première fois, c'était pas passé, mais la deuxième, ça a donné un face-à-face, une vraie occasion. Je pense qu'il aurait pu vraiment leur faire plus mal pendant ce match-là, et c'est là que je dis finalement, ça nous a aussi un petit peu gêné. En tout cas, ça a un peu chamboulé la physionomie. Oui, puis en plus, cette sortie, ça a enlevé un joker à Kovac pour la deuxième mi-temps, puisqu'on sait que ce soit Ben Yedder ou Jovetic qui rentrent, souvent en deuxième mi-temps, à l'heure de jeu, sont souvent décisives. Donc là, tu savais qu'en deuxième mi-temps, tu n'allais pas pouvoir faire entrer un attaquant joker. Ouais. Et puis surtout, on remarque en fait aussi que ce soit en rentrant ou titulaire, la vitesse de Jovetic ou la qualité d'appel en profondeur fait toujours énormément de mal. Soit elle va beaucoup fatiguer les défenses, et à ce moment-là, quand Ben Yedder va rentrer, il aura aussi plus d'espace, et ça, c'est pas négligeable, ça lui a permis de faire 2 très bonnes entrées. Soit c'est quand lui, il rentre, en général, sur une défense fatiguée ou qui a un peu plus de minutes dans les jambes, c'est là que justement ces appels aussi vont faire mal pour faire des différences dans la profondeur et multiplier ses actions face à face. Donc dans tous les cas, c'était aussi gagnant, et effectivement, son profil dans ce cas-là est vraiment intéressant. Moi, je prolonge Jovetic, je le prolonge. Après cette dissert. C'est ton choix, écoute. Dans le Fantasy Mercato l'an dernier... Tu m'as convaincu, là. Tu m'as convaincu de prolonger. Non, mais dans le Fantasy Mercato l'an dernier, je l'avais effectivement conservé. Mais je pense que cette année, non, je ferai peut-être un autre choix. Mais bon, c'est pas encore le sujet vraiment de cette émission. Ouais, on aura bien assez le temps d'en parler. Le reste de la mi-temps, Arthur, Monaco qui va plutôt dominer, mais Monaco qui ronronne pas mal. On y reviendra sur les prestations individuelles, mais Golovin n'arrive pas vraiment à faire de différence à la passe. Alors évidemment, à l'exception de cette grosse situation de Kevin Folland. Et d'ailleurs, ce même Volland un petit peu absent de la rencontre. Pareil, au niveau des pistons, c'est compliqué. Voilà, Monaco n'est absolument pas mis en danger, mais Monaco ne propose pas grand-chose non plus. Non, en fait, Volland aurait pu ne pas être absent. Je pense à cette situation de la 29e minute, parce que on a Aguilar qui est très bien décalé par Ben Yedder, qui rentre dans la surface, à droite de la surface. Et là, c'est vrai qu'il négocie mal son geste. Je pense qu'il cherche à centrer pour Volland, qui est complètement seul face au but. Et il ajuste mal. Son centre est trop long. Je ne sais pas si vous voyez de quelle situation je veux parler. Mais il y avait moyen vraiment de mieux faire pour Aguilar. Oui, bien sûr. Forcément, Volland, il n'a pas touché de ballon. Et puis sinon, comme tu dis, pas grand-chose. Folland, on l'a vu s'illustrer sur une frappe instantanée. C'est Ben Yedder encore qui lui fait une remise. On est à la 36e minute. Donc là, il reprend une balle comme elle vient. Il est en dehors de la surface, donc ça passe au-dessus. Mais c'est vrai que c'est à peu près tout jusqu'à l'occasion de Golovin. Avant la mi-temps. Ouais, tu peux me la rappeler de mémoire cette occasion? Oui, c'est le ballon qu'il récupère contre Pavlovic. Exactement. C'est Ben Yedder qui le récupère, et Ben Yedder qui lance parfaitement le Russe, qui se présente un petit peu comme Jovetic face à Bernardoni. Je pense que lui, il pousse un peu loin son ballon, Golovin, ce qui lui empêche de faire le bon geste. Mais pareil, il a tenté la frappe croisée ratère. Et donc, on se retrouve avec le même scénario que Jovetic en début de match, à savoir face à face mal négocié. Pour le coup. Ou un petit piqué aurait pu, pourquoi pas, faire la différence, n'est-ce pas? Attention, si on parle de la même action, c'est ce qu'il fait, non? C'est exactement ça. Non, sur le Bernardoni. L'action de Golovin, il pique le ballon. Mal, hein. Ils se perdent tous les deux. Mais il le pique trop tard. Ouais, c'est un piquito, quoi, un petit piqué. C'est parce qu'il y a... Non, c'est parce que tu l'as dit. Parce qu'il pousse loin son ballon. Voilà, il y a un ballon qui est poussé trop loin, et derrière, Bernardoni est sorti, et voilà, il est arrivé. Il a au final le temps de frapper, c'est trop tard. Il aurait dû le frapper
Bon, en tout cas, un peu plus tôt, je pense. C'est le timing qui est pas bon. Mais sinon, le piqué, ouais, c'est bien piqué. Ouais, on y revient hein, toujours. Hein. Ah bah c'est une thématique. Hein. C'est une, voilà, un fil conducteur. Hein. on va être sponsorisé par Weldom maintenant. Non, c'était la deuxième grosse occasion de cette première mi-temps. Juste avant la mi-temps, c'est vrai que ça nous aurait fait du bien de marquer à ce moment-là. Ça aurait fait du bien. Bon, donc le score à la mi-temps est de 0-0. Personnellement, j'avais plutôt encore confiance pleinement à ce moment-là. On avait dominé, on avait encore possibilité d'effectuer quelques changements. Et Damien, au fin de compte, cette seconde mi-temps... Je te coupe juste parce qu'il y a une stat finalement non, mais il y a une stat qui est intéressante pour la mi-temps, c'est que c'est la réflexion que je m'étais faite, mais sans avoir les chiffres, et c'est vrai que sur le plateau à la mi-temps, ils ont donné le chiffre. A priori, on est sur 17 des 20 derniers buts de Monaco marqués en deuxième mi-temps. Ce qui est quand même assez élevé, et on se souvient des matchs contre Brest, contre Metz, contre Dijon, où on avait rejoint les vestiaires à 0-0. Oui, mais et puis ça se recoupe avec le fait que souvent ça soit nos remplaçants qui trouvent la mire. Alors ça va être encore le cas aujourd'hui, même si c'est un remplaçant un petit peu particulier, Damien. Mais avant d'en parler de ce but, donc cette mi-temps, Damien, pendant 25 minutes, 30 minutes même, Monaco va, pareil, encore une fois, plutôt dominer son sujet. Il va y avoir quelques situations. J'ai en mémoire un beau coup franc de Sidibé repris par Maripane sur le haut de la barre transversale angevine. Mais c'est toujours un peu pareil, c'est un peu compliqué. Golovin n'est pas trop présent, les deux pistons également sont en difficulté. Ça, offensivement, il manque quelque chose. Par contre, de l'autre côté, il n'y a absolument aucun danger. Il y a une constante sur tout le match aussi, c'est la qualité quand même de pressing d'Angers, qui a été quand même dont on a eu beaucoup de mal vraiment à en sortir. Il y avait beaucoup de difficultés aussi à trouver effectivement des décalages. Alors on peut peut-être critiquer un peu Golovin sur ce match-là pour peut-être pas avoir été en mesure de les créer lui-même. En tout cas de contribuer à les créer, de ne pas ajouter assez de mouvements. Il l'a fait qu'une fois. Collectif. Ouais, mais donc pas assez quoi. Effectivement, Fofana, Tchouaméni qui était... Ça aurait pu, qui était bien bloqué quand même aussi, surtout en première période. Et puis effectivement, des pistons qu'on n'a pas beaucoup vus, des Caio Henrique, des Aguilar qui ont eu... qui ont assez peu pris le couloir, qui ont assez peu contribué, participé offensivement, à accélérer ou dynamiser un petit peu le jeu. Donc très clairement, c'était un peu compliqué offensivement, mais il faut aussi reconnaître que Angers a bien joué sa partition niveau défensif, notamment par un pressing dont on a eu beaucoup de mal à sortir. Et puis Arthur, finalement, alors tu l'avais bien dit, Ben Yedder étant entré, ça avait grillé une rotation sur les trois à Kovac. Il avait fait le choix de ne pas utiliser cette rotation non comptée, à savoir la mi-temps. Et il va y avoir un premier changement à l'heure de jeu, Badiachil pour Aguilar. Du coup, ça va repositionner Sidibé à un poste beaucoup plus offensif, et on y reviendra. Il a peut-être été un peu moins à l'aise à ce poste-là. Et également les rentrées de Fabregas, du coup, qui était de retour, et de Ballo Touré, qui toujours rentre maintenant à quasiment tous les matchs, pour les 10, 15, voire 5 dernières minutes de jeu. Et Monaco va enfin réussir à trouver la solution, Arthur, grâce à son capitaine, grâce à Ben Yedder, sur une belle passe en profondeur de Fofana, qu'on voit un peu moins souvent que son ami du milieu de terrain dans ce registre. Ce coup-ci, c'est lui qui lance à la perfection Ben Yedder, et qui, lui, réalise le geste parfait face à la sortie de Bernardoni. Ouais, finalement, quand on a vu Ben Yedder être lancé puis se présenter face à Bernardoni, on s'est dit, bon, on espère que ça va pas faire jamais 203, puisque on a vu Jovetic pareil, Golovin. Avec Ben Yedder, je vous cache pas quand même qu'avant qu'il fasse ce geste, j'avais un peu plus de sérénité que les deux autres avant, puisque il est quand même plus efficace malgré tout dans ce genre de situation. Le fameux ballon piqué, il nous en a fait une, il n'y a pas si longtemps, je ne me rappelle plus contre qui c'était, après avoir mis un péno, il avait mis un doublé
comme ça, d'un super ballon piqué en profondeur. Je ne sais plus si c'est pas contre Metz, mais en tout cas, c'est un geste qu'il a l'habitude de faire et qu'il maîtrise. Donc, grand ouf de soulagement de voir ce ballon dans les filets, même si, effectivement, on a attendu quelques secondes pour que le but soit bien validé, parce que comme ça va assez vite. Désormais, on ne sait jamais s'il pouvait y avoir hors-jeu ou pas. Donc, non. Donc, voilà, et ça vient récompenser un Ben Yedder qui, jusque-là, je pense, était quand même le joueur le plus intéressant chez nous, entre les passes, les passes non décisives qu'il a délivrées, parce que je pense aussi à la frappe d'Aguilar quelques minutes avant qu'il sorte, une frappe beaucoup trop croisée qu'il a eue dans la surface, et voilà, ça vient le récompenser. Et comme tu l'as dit, Rome, toi, en introduction, c'est ton grand joueur qui sort le bon geste au bon moment, dans des matchs coincés comme ça, qui fait vraiment du bien. Et on va pouvoir maintenant parler d'un de tes points, Damien. Donc c'est les 10 dernières minutes que tu as trouvé un petit peu trop attentiste, du coup. Je pense. Après, on sait bien qu'en général, quand une équipe marque, il y a forcément un petit peu de relâchement derrière. On l'a pas mal vu avec les adversaires de Paris sur les 2 dernières journées, hein, malheureusement. Oui. Mais c'est vrai que voilà, il y a souvent un petit relâchement, et là je trouvais un petit peu dommage qu'on n'ait pas essayé au moins de garder un peu plus le ballon, de faire un petit peu tourner, parce que concrètement Angers n'a jamais été menaçant de tout le match. Non, il n'y a pas de frappe cadrée, hein. Il n'y a aucune frappe cadrée. Ils ont 3 frappes au but, je crois, tout est pour tout. 4. Ils ont peut-être 3 ou 4 corners. Globalement, on a été assez tranquille. Offensivement, la production était assez faible, mais quand même, voilà, on n'est jamais forcément à l'abri aussi d'une occasion qui termine bien pour eux, et même si on défend bien. Et c'est vrai que voilà, j'étais un peu déçu qu'on leur laisse le match. Qu'on leur laisse le ballon, sur cette fin de match, et qu'on s'expose aussi, tout simplement. Donc voilà. Après, ouais, mélange de soulagement, de baisse physique, ouais, c'est possible, effectivement. Et puis, je pense qu'Angers a eu envie quand même d'essayer d'égaliser, de tenter le coup, hein. Ils ont défendu pendant 80 minutes. Ils se sont peut-être dit, bon, ça y est, on va peut-être commencer à essayer de jouer un peu au ballon maintenant. Voilà. Ouais, non, c'est sûr. Après, voilà. Ils ont eu un corner, en fait, quoi. En plus, un corner un peu concédé un peu bêtement, une petite incompréhension entre Balotouré et Badiachil de mémoire, parce que c'est sur ce côté-là. Après, au final, corner pas dangereux, et il s'est pas passé grand-chose, hein. Non, bien sûr, mais voilà, on leur a donné le ballon, mais c'était pas non plus une attaque-défense, hein. Mais voilà, si on devait marquer, c'était le coup de poisse, quoi. Il suffit d'un décalage, un joueur pas mal placé qui arrive pas à couper une transmission, un décalage fait, et derrière ça peut être dangereux. Enfin, on sait jamais. Donc voilà, moi je suis très team Guardiola pour éviter d'encaisser des buts. Le meilleur moyen, c'est d'avoir le ballon. Voilà. C'est ce qu'on arrive à faire. On a fait ça pendant 80 minutes, et ça aurait été dommage qu'on se viande sur les 10 dernières, quand même. Surtout après avoir fait le plus dur. Pour le coup, je sais pas si cet adage-là, Guardiola, il faut qu'il le mette en place contre le PSG. Pour le coup, je pense qu'il vaut mieux laisser le ballon au PSG. Mais malheureusement, ils le feront pas, et j'ai très très peur qu'ils prennent des contres assez terrifiants. Les tops et les flops maintenant, messieurs. On en a choisi 2 dans chaque catégorie. Qui a envie de s'occuper de Djibril Sidibé, tiens, voilà, Toi. Pour une fois que je le laisse. En plus, c'était même pas particulièrement mon choix, Damien. Oui. Moi, c'est vrai que, mais ça fait 3 fois de suite que je le mets. Alors bon, je veux bien le laisser à d'autres, hein, aussi. Sidibé, si vous voulez, je peux en parler. J'aime quand il parle de Sidibé en bien. je te laisse. Moi, je l'ai mis en presque top, pas top, presque top. Donc je te laisse, Damien, qui l'a mis. On va faire une nouvelle catégorie. Les presque top. Ouais, non, écoute, je trouvais que Sidibé quand même a encore fait un bon match. Il y a quand même beaucoup d'applications dans ce qu'il fait aujourd'hui. C'est un joueur que Kovac a quand même transformé, hein, il faut quand même bien le dire. D'autant que, encore une fois, et je me répète un petit peu par rapport aux semaines précédentes, mais c'est pas le Sidibé qu'on a l'habitude de voir, à savoir un latéral qui était plutôt offensif, etc. Là, c'est un joueur différent qui a assimilé un nouveau positionnement, une nouvelle fonction.
des nouvelles, qui s'est adapté, on va dire, à un nouveau schéma qui lui demande d'autres choses. Et dans ce qu'il fait, il réussit à trouver une certaine qualité, une plus grande qualité technique, une meilleure application, une meilleure concentration aussi. Après, voilà, niveau psychologique, on sait que ça joue, le mental joue énormément dans les sportifs de haut niveau, et l'équipe tourne bien, et voilà, ça contribue aussi à rendre ses performances meilleures. Mais voilà, je trouve que encore une fois, c'est un joueur qui a fait preuve de sérieux, de solide, pas trop mis en défaut, mais voilà, toujours présent, et effectivement quelques coups de pied arrêtés, souvent bien tirés, et qui donnent une belle occasion à Maripane en seconde période, par exemple. Ouais, bon, il en a tenté un direct, hein, mais je crois que celui face à Lille en septembre 2016 reste inégalable. Restera. Non. Donc, merci. Le coup franc qu'il avait marqué face à Lille en septembre 2016. Ah, j'étais sur la pénalité. Non, bah non. Sur la pénalité, je pense. Bah non, moi j'étais juste. Bah j'ai dit Lille. Et écoutez-moi. Là, je pensais que tu parlais de ses ratés. Non, mais pas que c'est justement, c'est que il en avait marqué un quasiment, certainement sur son premier même, qu'il a tiré chez nous, et il l'a mis. À Lille, mais ça restera, je pense, le seul et unique. Non, mais sinon une bonne. Je suis assez d'accord. Bon match, par contre un peu moins bon quand il a été repositionné un peu plus haut. Il semble avoir quand même trouvé un peu son poste, là, un peu hybride entre défenseur central, latéral, et maintenant. Est-ce qu'il ne fera pas l'Euro ? C'est la question. Ça va jouer avec Léo Dubois, mais je pense qu'il est en train de revenir fort. Deschamps qui aime bien les profils. Deschamps l'aime bien. Il l'avait en 2018. C'est vrai que s'il l'avait en 2018. Sidibé s'est mué dans un profil plus défensif qui aujourd'hui lui va mieux, puisque c'était limite un point faible à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il défend bien. Vraiment, en première mi-temps, il était impassable, même si, attention, il n'y avait pas grand monde devant, mais il a tout bien géré. Et c'est vrai que c'est un profil, peut-être qu'il revient un peu de loin pour aller jusqu'à l'Euro. On ne sait pas, puisque... Un peu beaucoup. Il y a une action qui défend en première période, je crois, sur, je sais pas si c'est pas sur Capel ou quoi, mais où il donne l'impression d'être lobé. Et il arrive quand même à aller chercher le ballon avec la tête. Tu vois, typiquement, c'est le genre de truc où, dans son positionnement, ça me fait penser le but qu'on prend face à Marseille. Coucou Rome. C'est le match, c'est l'action où, en fait, le Sidibé d'avant, il est trop juste, il se fait lober, et ça donne derrière une occasion de but et un but. Mais voilà, et là, en fait, on sent que ces petites, c'est aussi des fautes tactiques, des sautes de concentration. C'est un mélange, voilà, de manque d'attention sur l'aspect défensif. C'est des choses qu'il laisse plus passer. Aujourd'hui, il va sur tous les ballons, il arrive à mettre cette application-là sur tous les ballons défensivement, quasiment en tout cas. Donc c'est un vrai changement quand même. Mais je pense que ce repositionnement lui fait un petit peu de bien. Mais après, l'Euro, c'était plus pour la vanne, hein, parce qu'en début d'année, on se demandait si ça serait pas Aguilar qui ferait le remplaçant, et au final, si on se retrouvait avec Sidibé, ça serait quand même assez drôle. Arthur Ben Yedder. Personne n'aime Dubois ici. Hein, donc... Non, personne n'aime aucun Lyonnais. Hein, de toute façon, je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est le club le plus détestable et le plus détesté de France. Ouais. Mais bref, mais bref, tu vois, franchement, ce qui se passe depuis mercredi, heureusement que j'ai pas Twitter, encore une fois, parce que je ne les supporte pas, les supporters lyonnais, c'est une catastrophe. Et tu vois, ce soir, même si ça nous arrangerait limite plus que ça soit eux qui gagnent, en tout cas pour moi, non, je peux pas m'y résoudre, je préférais que Lille gagne, c'est pas possible que Lyon puisse gagner. Attends, Arthur, t'habites pas à Lyon, toi? Oui, mais il n'est pas supporter. Premier servi, je suis bien placé pour témoigner que ma semaine a été bien occupée et que je ne fanfaronnerai pas tant que nous les aurons pas joués dimanche prochain. Oui, mais quoi qu'il arrive dimanche prochain, c'est une équipe de salopes et puis c'est tout. Hein, bref, on va passer à autre chose parce que je peux pas me les voir. Non, mais tu perds contre une équipe comme tu dis de salopes, derrière, il me stresse. C'est encore plus dur à digérer. Non, mais il me stresse. Je ne supporte pas leur attitude. On y mange bien à Lyon quand même. C'est valeur sûre. Surtout ces derniers temps, avec comme les restos sont tous ouverts ici.
Ah bon? Ah bah, tous ouverts, bien sûr. Bien sûr. C'est un microcosme, c'est Jean-Mi Aulas qui décide. Bon, Arthur, rapidement, Ben Yedder, on en a parlé parce que c'est essentiellement son but, donc on va pas y revenir sur son but, mais c'est vrai qu'il a également été intéressant à quelques reprises dans le jeu. Ça lui arrive souvent en match de vraiment aller chercher le ballon bas et de se retrouver pris dans un étau par 2-3 milieux de terrain adverses. Il arrive toujours à ressortir de ça un ballon propre. Techniquement, il est au-dessus et psychologiquement, il est toujours là, alors que quand même son rôle est un peu particulier cette saison. Il est titulaire sans lettres et il répond présent, voilà, tout simplement. Il a une période un petit peu plus compliquée et c'est pour ça qu'il n'est plus titulaire, évidemment, enfin en tout cas plus titulaire indiscutable. Mais il répond présent quasiment à tous les matchs maintenant depuis quand même plusieurs semaines, quoi. Il va retrouver à l'origine bon Ben Yedder. Mais il est à l'origine des 2 grosses occasions qu'on a eues avant, pour Golovin en première mi-temps et puis celle d'Aguilar en deuxième mi-temps, juste avant qu'Aguilar cède sa place. Non, il a fait un bon match et quasi titulaire, on peut dire ça comme ça. Hein. Mais pour moi, ça a été une bonne solution quand même de le mettre un peu plus en concurrence avec Jovetic. Je pense qu'il en avait aussi lui besoin. Peut-être. Et je pense pas qu'il soit du genre à se plaindre. D'ailleurs, il célèbre ses buts aujourd'hui, j'ai l'impression, de manière plus heureuse que quand il était titulaire. Il m'a l'air un peu mieux, malgré ce nouveau rôle, parce que je pense que lui aussi doit pouvoir constater que peut-être qu'il n'a pas les 90 minutes dans les jambes et qu'en fait, il brille plus quand il joue moins et quand il rentre. Je sais pas si pour un attaquant comme ça, forcément tout le monde a un ego, je sais pas si le mieux est d'être sorti en premier à la 65e minute bredouille et que tu vois tes remplaçants rentrer et scorer, ou toi justement d'être dans la peau du mec qui va rentrer à l'heure de jeu, voire avant, sachant que dans les premières mi-temps on est souvent stérile, donc il a l'occasion de rentrer très tôt, et derrière de se muer pas en héros, mais en mec très décisif. Ouais, bon, malgré tout, je le préfère titulaire. Hein. On va pas non plus commencer à tout changer. Bon, en plus, là, Jovetic sera peut-être absent à minima le week-end prochain, donc il devrait retrouver son poste. Les flops maintenant, Golovin, on en a un peu parlé pendant toute la rencontre, hein, en tant que fil rouge, quoi, le fait qu'on ne l'ait pas trop vu, qu'il n'ait pas été trop capable de faire la différence. Il y a évidemment cette passe sublime pour Jovetic qui aurait pu changer beaucoup de choses pour le match, mais également peut-être pour lui, ça l'aurait peut-être un petit peu libéré. Moi, je le trouve toujours un petit peu soft. Voilà, c'est un terme qu'on utilise, que les Américains aiment bien utiliser en NBA, par exemple. Et je le trouve soft dans son attitude au contact. Il est très très bon quand il a le temps et quand il a un petit peu d'espace. Par contre, dès qu'il est un peu pressé, physiquement, il résiste pas des masses et puis tu le sens un petit peu paniqué. Donc décevant aujourd'hui Golovin. Mais on aura il a pas besoin réussi de lui. ses centres, il a pas réussi ses centres, il a mal tiré les coups de pied arrêtés qu'il a eu. Donc c'est là-dessus, on sait quand on a des matchs serrés comme ça que c'est très important, hein, les coups de pied arrêtés. Et c'est vrai que quand tu vois des coups francs partir au 3e poteau ou derrière les buts, c'est frustrant. Et Aguilar, pour conclure, Damien, qui n'a pas été bon. On l'a dit en préambule d'émission, il était là parce que il y avait également tout simplement pas le choix, alors que c'est peut-être le poste le plus concurrentiel du club, ou en tout cas où Kovac fait le plus de tentatives. C'était forcément lui. Et on peut pas dire qu'il ait marqué des points, Ruben, et on a du mal à retrouver le Aguilar qu'on a eu en septembre, octobre. Ah oui, non, on l'a perdu. C'est pas un Aguilar qui est non plus catastrophique, c'est-à-dire que c'est pas un Aguilar qui fait des grosses erreurs ou quoi, mais c'est un Aguilar qui n'a plus d'incidence, qui ne pèse plus sur son côté. Voilà, c'est vrai que septembre-octobre, on avait un mec qui faisait des allers-retours à n'en plus finir, qui arrêtait pas d'apporter le danger. Enfin voilà, c'était qui marquait des buts, qui faisait des passes. Complètement. Son apport était vraiment important. Et là, on a récupéré un joueur. C'est l'ombre d'Aguilar en fait, tout simplement. Il pèse absolument plus. Je pense qu'il a pas de repère. Je pense il n'y arrive pas à ce poste-là. Il doit manquer de repères.
Ça, je Oui, comprends sais, pas. on en avait déjà parlé. Eh oui, mais à Montpellier, il y avait souvent cette défense à 5. Ah bah c'est pas toujours, c'est pas souvent. Oui, toujours, c'était son. toujours, Et d'ailleurs, toujours, quand il toujours. était moyen en 4-4-2, on disait que c'est un mec Voilà. qui serait sûrement plus à l'aise dans une défense à 5. Bah moi je Donc, pensais pas. Je sais pas si je crois pas avoir préparé à cette discussion. Non, c'était surtout la saison dernière, surtout où on a vu qu'il avait pas. Je pense que là, pour l'instant, en tout cas, il est pas du tout, il est pas du tout dans le coup, il est pas du tout dans le jeu et effectivement, bah le Aguilar qu'on voit aujourd'hui, bah c'est un Aguilar qui a clairement perdu sa place comme titulaire. Alors certes, une place qui semble s'être fait aussi perdue au détriment du système. Ouais, il a perdu sa place de titulaire, mais pour personne, quoi. Il n'y a pas de vrai titulaire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est-à-dire que il a, en tout cas, on le met plus sur la feuille de match comme de manière inévitable, obligatoire, comme on le mettait en début de saison, et voilà. Donc, mais encore une fois, voilà, à ce poste-là, très clairement, c'est un joueur sur lequel on ne retrouve pas les qualités d'Aguilar. Moi, je pense que effectivement, c'est un joueur qui a besoin de multiplier les efforts, les allers-retours, mais j'ai l'impression de base, il joue trop haut. Du coup, je pense il doit manquer de repères à cet endroit-là. Je pense c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de partir de plus loin pour vraiment prendre son couloir, pour y aller à fond. Mais là, non, clairement, voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que on est aussi beaucoup plus présent dans la possession de balle, dans l'utilisation du ballon, dans la création offensive. Et effectivement, Aguilar, tout Aguilar qu'il est, ça reste un défenseur latéral qui est un bon défenseur, mais qui n'est pas non plus le technicien ultime. Alors voilà, on va peut-être pas non plus le retrouver très à l'aise pour demander les ballons, pour essayer de créer un peu de quelque chose, quoi. Je sais pas. Ok, ouais, je suis dans l'absolu, c'est pas complètement faux, mais je trouve qu'on le retrouve. Moi, en fait, là où il a complètement pêché ce soir, c'est dans le dernier geste. Donc c'est pas une question de réussir à se procurer ou pas des situations. Les situations, il les a eues. La passe qu'il doit faire à Volante, c'est évident qu'il faut la mettre au sol. Et il la donne mal. Et il va refaire le coup en deuxième mi-temps. Ces deux ballons-là sont deux ballons clés. Il suffit, moi, qu'il m'en réussisse une sur les deux. Et déjà, je vois plus son match de la même manière. Sauf que c'est des gros ratés. On est quasiment sur un raté à la Jovetic, sur Volante. Hein. La passe, elle est cadeau. Et puis en plus, quand tu connais la qualité de finition de Volante, bien sûr, t'es plutôt confiant, quoi. Et il fait quand même une très très grosse erreur sur cette passe-là. Malgré tout, on l'a vu et sa prestation n'est pas catastrophique. Et bon, on verra quel choix sera fait la semaine prochaine face à Lyon. Les Covidés devraient être de retour, donc on verra. Les prestats individuels maintenant, rapidement, le compte Arthur. Écoute, je crois qu'il n'y a rien à dire, hein, en fait, parce qu'il a pas eu de ballon. Un ballon à négocier sur corner, il est très bien sorti. Voilà. Exactement, donc très bien. Non, puis bon, le garçon, alors on a retrouvé une solidité défensive, certes, mais ça fait quand même une sacrée série quand même sans prendre de but. Hein. Oui, c'est assez exceptionnel. C'est notable. Pour le coup, je ne sais pas combien de temps même le club n'a pas fait ça. Ça doit faire extrêmement longtemps, hein, parce qu'en 2017, je pense pas qu'on ait fait une telle série. Donc, 9 matchs sans prendre de but. Ouais, si tu rajoutes la Coupe de France, ça en fait 9. Damien, Axel Dizazi, qui a un petit peu bougé dans la défense, il a commencé plutôt axe gauche pour terminer axe droit, avec la rentrée de Badiachil et le repositionnement de Sidibé. Un match assez tranquille pour Dizazi, mais le match, je sais pas. Assez tranquille, mais avec pas mal de duels quand même, où il a quand même répondu présent. Et surtout, balle au pied, où il a dû souvent, puisque Badiachil n'était pas là, et c'est quand même plutôt quelque chose qu'a tendance à faire Badiachil, mais où il a dû aussi essayer d'aller monter un petit peu, chercher les milieux de terrain qui étaient un peu statiques. Notamment en première période, donc voilà. Et non, je trouve qu'il a quand même fait son match. Voilà, donc pour moi, c'était un bon match de Dizazi. Ouais, on l'a vu casser une fois ou deux les lignes pour faire démonter. Ouais. On est assez d'accord. Maripane, tiens, Arthur, qui était à côté de lui et qui lui a joué toute la rencontre au poste pour le coup de central. Ouais, pas sollicité en défense, un peu comme tout le monde, et offensivement, il
Il a lui bénéficié d'un des coups francs très bien tirés du coup de Sidibé, et bon, il la reprend de manière peu académique, hein, ça, de l'intérieur du pied, voire la cuisse, je me rappelle plus trop. Ça finit sur la barre. Bon, il aurait pu mettre un 6e but avec un peu plus de réussite, mais sinon on l'a pas énormément vu. Non, c'est clair, je pense Et qu'on peut pas. pour un défenseur, c'est plutôt bon signe si on le voit pas. Badiachil, Damien. Alors, il nous a pas fait de passe Ligue des Champions ce coup-ci. Par contre, il nous a fait 2-3 dégagements Coupe des Alpes dans les tribunes. Je sais que ça te tient à cœur, cette fameuse compétition. La Coupe des Alpes. Arrêtez trop tôt. Oui, disparu trop tôt. Non, mais voilà, c'est Badiachil, il est rentré quoi? Il est rentré à la 60e minute, voilà, l'heure de jeu en remplacement d'Aguilar. Oui, bon, il y a un peu plus de déchets que du côté de ces deux compères, puisqu'on est seulement à 64% de passes réussies quand les deux autres se montent un petit peu à 80, presque 90%, hein, donc 89 pour Maripane et 87 pour Disasi. Donc voilà, beaucoup plus de déchets, ça c'est très clair. Maintenant, bon, il n'a pas été trop mis en danger non plus ce soir. Une entrée assez calme, assez tranquille. Le milieu de terrain, et on va commencer par Tchouaméni, Arthur. Alors Tchouaméni qui nous a habitués à la quasi, pas perfection, mais en tout cas à des très très bonnes rencontres. Aujourd'hui un petit peu plus, un petit peu moins présent, une bonne rencontre malgré tout. Il a reçu ce coup vers le quart d'heure de jeu qui aurait mérité un carton rouge, comme dirait Jérémy Berthaud. Maintenant que je les ai en tête, tu vois, je vais plus me les lâcher. Dites-nous dans le chat si vous voulez un concept Twitch. On commente les matchs comme OLTV. C'était un carton rouge évident. Heureusement, il y a moyen de se barrer quand même. Je pense qu'on aurait du mal à le faire en fait, parce que c'est trop. C'est juste impossible. Surtout pour un ancien joueur qui est censé avoir un peu de recul. Oui, et puis qui est passé chez nous d'ailleurs. Qui est passé, qui a pas marqué c'est pas mur des légendes, mais. Je pense qu'on l'avait tous mis dans l'équipe pipe des années 2000. Voilà, c'était le mur extérieur de. Je pense qu'il y était bien, mais en tout cas pour revenir au match Tchouaméni. Arthur. Tchouaméni, pour un match comme tu dis où il a été un peu moins présent que d'habitude, c'est quand même pas mal. Hein. On voit quand même que le mec, il est. Je dis pas qu'il marche sur l'eau parce que justement il est justement en train de monter en puissance comme il est jeune, mais vraiment il dégage une sérénité et contrairement à ce qu'on avait pu voir avant, il a des grosses qualités techniques. Quand il se retrouve de dos au jeu avec deux mecs sur le dos, il est souvent capable de s'en sortir. Non, très précieux et on croise les doigts pour pas qu'il se blesse parce que bon là c'était un coup, mais c'est vrai qu'il y a eu 2 alertes. Déjà cette saison, entre ce qu'il a eu avec l'équipe de France Espoir, plus une autre fois où il s'est blessé avec nous, où heureusement il a très vite récupéré. Mais on croise les doigts pour pas qu'il lui arrive quelque chose, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un mec qui est irremplaçable à son poste. Oui, moi ce que j'aime c'est sa vision du jeu et sa qualité pour couper les passes. Ça dénote une bonne lecture du jeu et un bon sens de l'anticipation. Donc voilà, c'est une intelligence du coup qu'il a et en général c'est un truc tu l'as pas. Voilà, donc c'est prometteur pour la suite pour lui. À côté de lui, Damien, on avait évidemment Fofana comme d'habitude et une fois n'est pas coutume, c'est lui qui a été décisif offensivement. Ouais, il a fait une passe sortie un petit peu de nulle part. Il essayait de se dégager de. Il n'a pas le droit à la passe Ligue des Champions, lui. C'est dur. C'est assez. Ouais. Écoute. Passe Europa League pour Damien. Passe Europa League. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. On s'en contentera. Non, mais écoute, il a. Effectivement, c'était pas une passe du tout facile. En plus, d'ailleurs, tiens, Stade 2 qui est en train de remonter les images. Pied gauche. Tirage au sort. Juste au moment où on en parle, c'était Stade 2 qui montre le but de Ben Yedder et donc cette magnifique passe de Fofana que je pourrais presque commencer en direct. Et ça confirme bien que tu as bien 1 minute de retard sur moi pendant tous les matchs, parce que oui.
Ah ouais. Ils ont bien. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Ouais, voilà. Donc c'est une belle passe, presque assez improbable. Mais voilà, l'appel de Ben Yedder aussi est bon. Et effectivement, après sur Tchouaméni, sur Fofana, pardon. Il y a eu en première période notamment des pertes de balles assez gênantes, des passes mal appuyées, des choses qui m'ont un peu gêné quand même sur ça. Et du coup, j'espérais qu'il corrige un petit peu le tir en seconde période, mais voilà, on était un peu trop statique, manque un peu de mouvement. Et c'est vrai que là-dedans, dans cette tenaille angevine, je trouvais que des fois il avait un petit peu de mal à se situer et à ressortir le ballon aussi. Donc voilà. Le dernier titulaire, hein, parce que Jovetic, on en a parlé, il n'y a rien d'autre à dire évidemment, c'est donc Kevin Folland. Arthur, je l'ai vu passer dans le chat que ça aurait pu être un flop, c'est pas complètement faux. En fait, il a refait un match comme il faisait souvent quand même. Dernièrement, on l'avait vu un peu plus présent dans le jeu, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Et puis, il n'a pas eu d'occasion de but, parce qu'on sait qu'avec lui, quand même, ça fait souvent ficelle. Il y a eu cette reprise de volée, mais extrêmement compliquée sur la remise de Ben Yedder, et c'est à peu près tout. Non, c'est pour ça que moi, encore une fois, on en parle souvent, nous, dans notre groupe. On s'attendait à un joueur à la base, hein, vous savez, un peu plus 9,5. On a vite compris que le mec, c'était quand même plutôt un tueur, un mec de surface. Donc voilà, c'est pas parce qu'il ne marque pas qu'on va le mettre en flop, puisque rien que par exemple, si Aguilar le trouve dans la surface en première mi-temps, peut-être qu'il marque. Et voilà, et c'est pas pour autant qu'on allait le mettre en top. Donc non, il n'a pas été trouvé, on l'a peu vu effectivement, mais voilà, faut s'habituer au fait que Kevin Folland est un mec qui, quand il n'a pas l'occasion de se mettre en avant offensivement, qui n'est pas le meilleur pour aller dans le cœur du jeu et participer au jeu. Les deux derniers rentrants maintenant, Damien, Ballo-Touré et Fabregas, est-ce que tu as vu quelque chose? Moi je trouve que Ballo-Touré rentre avec beaucoup d'envie, mais peut-être avec un peu trop d'envie, il va finir par prendre un rouge. Ouais, j'en sais rien. Par contre, Fabregas, je trouve qu'il a plus apporté que Golovin. En tout cas, voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné donc pour ce match. On s'excuse pour les personnes qui étaient sur Twitch. Il y a eu un petit plantage, une petite erreur système de mon côté. Et c'était en plus pile au bon moment parce qu'on attendait depuis tout à l'heure ce tirage et évidemment ça a bugué à ce moment-là. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Monaco recevra Rumilly pendant que le Paris Saint-Germain se déplacera à Montpellier. C'est quasiment le meilleur tirage qu'on pouvait espérer, même si évidemment que les Parisiens seront tout de même favoris. En tout cas voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Le prochain rendez-vous c'est un mur des légendes. Sinon la prochaine rencontre évidemment c'est dimanche prochain. Il y aura un live Twitch pour le débrief. Pour le match, peut-être pas quand même, mais en tout cas pour le débrief. Merci messieurs de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounegou. Et bisous.